heures par jour. Et on sait par ailleurs, quand on fabrique un site internet, on sait qu'on a entre 20 et 30% d'internautes qui ont un accès difficile, partiel ou impossible aux informations et services en ligne qu'on propose. Cette fourchette-là, il ne s'agit pas, quand j'énonce cette fourchette-là, il ne s'agit pas d'expérience utilisateur, il ne s'agit pas d'améliorer l'expérience utilisateur, il s'agit bien de difficulté d'accéder. Donc c'est en deçà même de l'amélioration de l'expérience utilisateur, c'est d'abord qu'il faudrait qu'ils accèdent avant qu'on puisse améliorer. C'est une fourchette qui est assez conséquente. Et je vous parle d'accès, et c'est bien de ça dont on va parler, c'est d'accessibilité, le fait de rétablir et de permettre l'accès à un certain segment d'utilisateurs. Ça s'abrège de cette façon, donc A, Y, de la même façon pour expérience utilisateur, on a UX, là on a un petit nom de code A, que vous allez voir retrouver au fil des slides. Et pour agir en accessibilité, on a en France un référentiel qui s'appelle le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est une liste de 106 critères à mettre en pratique. Le RG2A, il est aussi poussé en ce qui concerne l'IDFM, parce que c'est un site de service public. En ce qui concerne l'IDFM, il y a 2 obligations légales qui s'appliquent. C'est une obligation de conformité à 100% du RG2A. Et puis la deuxième, qui est assez récente, qui est consécutive au décret de juillet 2019, il y a l'obligation de publier le niveau d'accessibilité atteint. Je vais faire un petit focus sur le RG2A pour vous le présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas. Il s'agit donc de 106 critères, lesquels se subdivisent en tests. Au total, ça fait 335 tests, sous-entendu à faire sur chaque page produit pour vérifier qu'elle atteint bien le niveau d'accessibilité requis. C'est un outil qui sert à vérifier la conformité à une norme internationale d'accessibilité. Quand on examine ces critères et qu'on les ventile selon les compétences qui sont nécessaires pour les mettre en pratique, on en a une grosse majorité qui concerne le développement front, donc 61%. Une autre part importante qui concerne les contenus, 25%, c'est un quart quand même. Quand on dit contenu, on pense évidemment aux images, aux vidéos qui vont être des contenus qui vont être difficiles d'accès pour les personnes qui ne voient pas bien, ou des vidéos pour les personnes qui n'entendent pas bien, mais ça concerne aussi la rédaction des textes même, des transcriptions aussi aux vidéos, et puis tous les documents qu'on va ajouter, notamment les PDF. Et enfin, il y a une dernière portion qui concerne le design, tant UX que UI. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tous les profils dans une équipe, tous les profils sont concernés, que c'est un travail d'équipe, et non pas d'experts seuls. Il y a une habitude, dans les projets d'accessibilité, il y a un réflexe de mandater un expert sur le projet. Ça ne suffit pas pour mettre en œuvre l'accessibilité. Quand on regarde le RG2A, là je vous ai mis une petite capture d'écran, en fait donc ces critères-là, ces 106 critères, s'énoncent sous forme de questions. Donc ça permet de vérifier, et pour répondre à ces questions-là, par exemple, le premier critère, c'est est-ce qu'il y a bien un attribut alt sur les balises IMG. Et pour vérifier ça, pour répondre à ce premier critère, il faut bien que la page soit fabriquée pour répondre à cette question-là. Donc ça arrive un petit peu trop tard, en fin de fabrication, et c'est un outil de recettage en fait. C'est pas un outil, ça ne nous dit pas comment faire, et encore moins en agilité. Donc ça va être à nous d'inventer la méthode de mise en œuvre de l'accessibilité. C'est un petit peu ce dont je vais parler. Donc là, ça va être en contexte agile, d'agir l'accessibilité en contexte agile, et ça va être sous forme d'accompagnement de comment on va coacher l'accessibilité dans ce contexte-là. La dernière version du RG2A, donc, qui est parue en 2019, c'est la version 4, apporte aussi une nouveauté, c'est une mesure du niveau d'accessibilité en pourcentage. Pour ceux qui connaissaient un petit peu l'accessibilité, autrefois on mesurait
avec des niveaux énoncés sous forme de lettres A, AA et AAA. C'est désormais en pourcentage de conformité au RG2A que ça s'exprime. Et pour se donner un repère, l'ancien niveau AA équivaut maintenant au 100% conforme au RG2A. Ça se subdivise aussi ça correspond aussi aux mentions qu'on va devoir afficher sur la page d'accueil pour énoncer, afficher le niveau atteint. En deçà de 50%, c'est non conforme. Un petit peu comme une note sur 10, si on a moins de 5, on est en dessous de la moyenne, c'est pas terrible. Au-delà de 50%, on est partiellement conforme. Et à partir de 100%, on est totalement conforme. Et oui, on peut aller au-delà de 100% de conformité. Le niveau qui est attendu ici chez IDFM, c'est d'être 100% conforme au RG2A. C'est le niveau légalement requis. Ça répond donc, IDFM souhaite répondre à l'obligation légale de conformité à 100%. Pour vous dire la vérité, j'en ai compté une dizaine en France, c'est vraiment pas beaucoup. En admettant que j'en ai oublié, on va dire qu'il y en a une vingtaine. Donc c'est difficile à atteindre. Et puis, l'accessibilité, c'est un sujet qui est très méconnu. En général, quand on se lance dans un projet où il y a de l'accessibilité, on part de loin. C'est la petite pastille en accessibilité, et c'est normal, c'est la situation courante des projets en accessibilité. Et puis c'est aussi lié à la disparition d'un profil ces dernières années, le profil de dev front intégrateur, qui portait aussi cette connaissance-là et qu'on n'a plus trop maintenant. Donc on va faire face à il va y avoir la mise en accessibilité, ça va être un cheminement assez long. C'est une ascension qui est longue et escarpée. Je fais assez souvent la métaphore avec la montagne, en fait. Quand on veut atteindre le top niveau en accessibilité, c'est un petit peu comme vouloir gravir l'Everest, alors que, en réalité, notre niveau de pratique, ça se situe plutôt à faire de la randonnée du dimanche, voire même, on ne sait pas encore très très bien comment marcher. Donc, quand on démarre la mission en septembre 2019, on part de loin, comme beaucoup, et il y a donc un besoin immédiat de sensibiliser à l'accessibilité, d'aligner tout le monde sur la compréhension de ce que c'est et de se former pour acquérir un minimum de savoir-faire. Donc, on prend un temps de sensibilisation. Ça permet aussi, ce temps de sensibilisation, de pouvoir énoncer un premier objectif pour les prochaines itérations, les premières itérations, un premier objectif qui soit atteignable, qui ne soit pas on veut le top niveau, atteindre le sommet de l'Everest tout de suite, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on se donne comme première étape, comme premier bivouac dans cette ascension-là? On va aussi prendre des temps de formation, mais vraiment express. Ça va être pour transmettre les bases du design accessible, un peu d'initiation au dev accessible. C'est très c'est pas du tout des formations complètes. Il y a besoin de plus de temps pour acquérir les savoirs, mais c'est ce qu'on a fait là au démarrage. Et puis on va mettre en place des tests automatiques. Donc ça, c'est le début de la mission. Les tests automatiques, la première chose qu'on fait, c'est de valider le HTML. Alors ça paraît évident de le dire, mais c'est une pratique qui s'est perdue ces dernières années. Donc ah oui, et puis valider le HTML, ça consiste à juste s'assurer qu'on produit un code qui n'a pas d'erreur, en fait, pas d'erreur d'orthographe ou de grammaire dans le code. Et c'est important parce que l'accessibilité s'appuie sur une bonne sémantique HTML. Et donc c'est important de s'assurer que la fondation est saine pour pouvoir appuyer l'accessibilité là-dessus. Et ensuite, on va mettre en place un deuxième lot de tests automatiques
d'accessibilité proprement dite. Et ici, on utilisait l'outil qui s'appelle PA11Y. Je vous ai mis le lien. Et en bas de la slide, il existe beaucoup d'outils de tests auto d'accessibilité. Et en bas de la slide, je vous ai mis le lien vers la liste officielle de tous ces outils-là. Ces outils, ces deux-là, vont inspecter le code qui est produit pour relever des erreurs détectables automatiquement et qu'on va pouvoir donc corriger et qui vont nous donner aussi un score enfin, ces outils-là nous donnent un score. Et ce qu'on attend comme score avec ces outils-là, c'est d'être 100% bon sur ces outils-là, parce que ça couvre, ils ne peuvent couvrir qu'un quart du périmètre de ce qui est attendu en accessibilité. Donc, quand on est 100% correct avec ces outils-là, on sait qu'on est à peu près 25% de conformité en accessibilité. Donc, on a fait le premier quart de cette ascension. Ensuite, on va injecter des pratiques accessibles au sein des itérations, à commencer par la recette qu'on fait tous les 15 jours, qui va être complétée d'accessibilité. On va utiliser aussi des notices opérationnelles qui s'appellent Access Web, et on va mettre en place, ça on l'a mis en place, un atelier Tres Amigos qu'on a mis en place parce qu'on se rendait compte qu'il y avait, entre le moment où c'était spécifié dans les maquettes et le moment où ça arrivait en développement, de la déperdition d'informations. Et puis surtout beaucoup d'échanges pour compléter, pour s'assurer qu'on avait bien compris, et pas mal de temps perdu dans ces échanges-là. Donc on a mis en place cet atelier qui consiste à réunir dans une salle, on s'enferme pendant 1 heure dans une salle, les personnes de l'équipe responsables du design, du dev front et de l'accessibilité. Et puis on se donne 10 minutes pour présenter une nouvelle maquette, une nouvelle fonctionnalité, le parcours utilisateur qui est attendu, en n'oubliant pas les points d'attention d'accessibilité. Donc 10 minutes de pitch, et ensuite c'est des échanges questions-réponses avec l'équipe de développement pour s'assurer de la faisabilité, pour voir s'il n'y a pas une façon plus simple de faire, et ça aboutit parfois à des ajustements sur les maquettes. La deuxième chose qu'on utilise abondamment, donc c'est les notices Access Web. Je vous en ai mis un exemple en capture d'écran. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont très didactiques, avec des exemples d'oudons, ce qu'on voit là pour la notice dédiée au design. Et il y en a une par profil. Donc il y en a une pour le design, il y en a 2 autres pour les développeurs, l'une pour ce qui est dev HTML et l'autre qui est pour les interfaces riches, pour le dev JS. C'est pas vraiment une bibliothèque de composants, mais c'est des rappels illustrés d'éléments de code, comme on peut le voir sur les captures d'écran, qui vont guider les développements sur ce qui est attendu et pourquoi il faut faire et coder de cette façon-là pour que ce soit accessible. Et la dernière qui s'adresse aux producteurs de contenu. Et ça, je vous ai mis le lien parce que je vous invite vivement à les utiliser. Et on met en place donc une recette. En fait, on a une colonne dédiée dans notre Kanban que vous voyez à l'écran, qui était prévue pour la recette design, donc UX, UI, qu'on va compléter donc de tests d'inspection manuelle en accessibilité. Concrètement, il s'agit de 10 tests simples, 10 tests manuels qu'on va effectuer qui viennent en complément des tests automatiques. Les tests automatiques ne peuvent pas couvrir tout le périmètre. Il y a besoin de faire une vérification humaine. Il s'agit de naviguer sur le site au clavier, c'est-à-dire sans se servir de dispositifs de pointage comme la souris, de naviguer avec les textes, les caractères qui vont être extrêmement grossis, de vérifier les contrastes. Voilà, c'est une dizaine de tests qui sont assez simples à faire. Et on ne les sort pas de notre chapeau. En fait, on utilise un protocole de test qui s'appelle EasyCheck, qui est proposé par le W3C. Pareillement, je vous ai mis le lien vers ces tests-là. Quand on a fait, enfin, on fait tout ça, on met tout ça en place sur les 6 mois de début du projet. On arrive en janvier.
on est prêt pour la mise en production. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer de ce qu'on a mis en œuvre. Par exemple, pour les images, on avait beaucoup d'infographies, comme je vous montre à l'écran. Et donc, qui dit infographie dit des informations qui sont portées par une image, notamment avec du texte inséré au sein de l'image, ce qui va pas être ce qui va être difficile à percevoir comme information pour les personnes qui voient mal, qui sont aveugles, ou les cas de basse connexion où l'image ne se charge pas. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de proposer ce qu'on appelle une alternative textuelle, c'est-à-dire l'équivalent de l'information, mais sous forme de texte. Et ce qu'on a choisi de faire sur le portail, c'est d'afficher donc la transcription textuelle juste en dessous de l'image par un petit mécanisme de déplier-replier. Ici, c'est montré déplié. Et pour simplifier, on applique la même chose à tous les types de médias qui sont dits complexes, donc les infographies, des éléments de cartographie aussi, et les vidéos. L'autre chose à laquelle on a fait attention, c'est de faciliter la navigation au clavier en proposant des encres de retour au sommaire au haut de la page, assez fréquents dans la page, pour la rendre plus simple. Ici, il s'agit de la page des titres tarifaires qui était assez longue. Donc, à chaque niveau d'intertitre dans cette page-là, il y a un lien qui permet de retourner au sommaire et qui permet de naviguer beaucoup plus facilement. Alors, je vous montre quelques exemples pour illustrer, mais attention, l'accessibilité, c'est pas de l'ajout de fonctionnalités, c'est pas quelque chose non plus qui se voit. C'est quelque chose qui va se manipuler. Donc, si vous allez sur le site, ne cherchez pas à repérer des fonctionnalités, c'est pas du tout ça, l'accessibilité, mais essayez plutôt de le naviguer au clavier, sans image, en agrandissant les caractères, à la synthèse vocale, pour constater qu'on arrive, dans toutes ces situations de consultation, à accéder quand même à l'information qui est dispensée par le site. Donc, quand on a fait tout ça, on a fait le maximum, on est prêt à se confronter au RG2A, on est en février 2020, et on fait donc un audit RG2A et on se précipite sur le score pour savoir quel niveau on a atteint, et on se prend une claque. Parce que malgré tout ce qu'on a mis en œuvre, on est à 41%. Et si vous vous souvenez, dans l'échelle que je vous ai présentée tout au début, ça correspond à la mention accessibilité non conforme. On est en dessous de la moyenne, en fait. C'est la mention qu'on doit afficher pour énoncer le niveau sur la page d'accueil. Et ça fait un petit peu mal de devoir afficher ça sur l'écran d'accueil. Et puis on se retrouve avec l'audit qui nous donne ce score-là et qui énonce toute une liste de correctifs à faire. Ça se présente sous cette forme-là, un audit RG2A. Le nôtre faisait 40 pages Word, 1300 lignes XL, c'était un gros paquet de feuilles. On était un petit peu déconfit face à ça, on ne savait pas très bien comment le manipuler. Et donc on a entrepris de l'afficher au mur, enfin ici sur la fenêtre. Là, il y a un peu plus de la moitié on est en train de l'afficher, il y a un petit peu plus de la moitié qui est affichée. On a fait une deuxième chose pour le rendre manipulable, on a aussi surligné avec des codes couleurs, on a utilisé des codes couleurs et surligné chacun des correctifs attendus selon la compétence qui était nécessaire pour le réaliser. Donc ici, c'était rose pour ce qui était UI, orange pour le dev, etc. Et puis, on les a aussi physiquement découpés pour pouvoir les manipuler, les déplacer sur le Kanban déjà et les manipuler, donc les amener au poste pour le temps de faire le correctif. Pour se donner aussi un ordre de grandeur, l'estimation après les avoir ventilés selon les profils, on a estimé qu'il y avait entre 5 et 10 jours de correctifs pour ce qui était du développement. Et puis une grosse partie des correctifs qui relevaient des contenus qu'on n'a pas estimés parce que c'était en dehors de notre équipe. Après puis donc on effectue ces correctifs. Et un audit RG2A, ça se passe en 3 temps. Il y a l'audit proprement dit, premier temps, le deuxième temps, les correctifs, et puis un troisième temps de contre-visite
qui va venir entériner le score à l'issue des correctifs. Donc on était très impatients de l'avoir, et là on a la bonne surprise d'atteindre 70%, ce qui correspond à la mention accessibilité partiellement conforme, qui est beaucoup plus acceptable. Donc voilà, on en est ici sur cette ascension, donc à 70%. Pour se donner un ordre de grandeur, le chemin qu'on a parcouru, c'est entre le début du projet et atteindre ce score-là de 70%, c'est à peu près un an. Donc de septembre à juin, je ne compte pas juillet-août parce qu'il ne se passe pas grand-chose pendant les mois d'été en général. Et ce qui nous resterait à faire pour gravir la dernière portion de cette ascension-là, donc les derniers 30%, c'est essentiellement des correctifs qui concernent les contenus. Donc c'est des problèmes relatifs aux images, notamment des alternatives aux images qui ne sont pas correctes, mais aussi de la structure de contenu avec la hiérarchie des titres dans la page, avec des titres qui sont parfois manquants, des liens qui ne sont pas toujours explicites. Et on est aussi assis sur un gros tas de PDF dans le portail. Les PDF, c'est un format de document qui est très difficile, qui est rarement accessible et très difficile à rendre accessible, et qui nous demanderait un gros travail. Et pour gravir cette dernière portion de l'ascension, il faudrait, la chose à faire, ce serait de former l'équipe de rédaction à la production de contenu accessible. Quand on est à ce niveau-là, niveau partiellement conforme, il est temps d'afficher le niveau sur l'écran d'accueil. Pour répondre à l'obligation légale, j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, on a l'obligation légale d'afficher le niveau sur l'écran d'accueil, mais aussi de produire d'autres types de documents, comme la déclaration de conformité, c'est un document normé, le schéma pluriannuel qui va énoncer les actions entreprises par l'entité dans la mise en accessibilité, le bilan des actions entreprises pendant l'année écoulée, etc. Mais notre enjeu là, plutôt que de gravir, d'aller jusqu'au bout, jusqu'au 100%, ça va être surtout de consolider le niveau qu'on a atteint et de ne pas redégringoler dans la pente gravie. Et donc de maintenir sur la durée les bonnes pratiques d'accessibilité, le niveau atteint par le maintien de ce qu'on a mis en place, des tests automatiques, des inspections manuelles. Sensibiliser aussi la nouvelle équipe parce que les personnes changent au sein d'une équipe, donc il faut sans cesse continuer de sensibiliser et de former au sein de l'équipe. Et puis les autres équipes, parce que le périmètre du portail s'agrandit. Je vous ai dit au début, on agrège des pans entiers de fonctionnalités qui étaient portés par des sites différents, qui rejoignent donc le portail, et c'est d'autres équipes qui les développent. Donc il y a, l'enjeu pour la suite de cette mission-là, c'est surtout de maintenir ce niveau plutôt que d'escalader encore. Donc ce qu'on a appris sur cette mission, c'est qu'on part de loin en accessibilité. Même si c'est une préoccupation qui est aussi ancienne que le web, oui, le web, ça naît dans les années 90 et dans les 2 années qui suivent, il y a un groupe de travail dédié à l'accessibilité qui se constitue. Donc, dès le début de l'histoire du web, c'est pris en compte et on utilise donc, on ne le sait pas, mais on utilise une technologie qui est pensée pour être accessible. C'est aussi l'accessibilité, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui pleinement maîtrisé. Il n'y a plus de limitations techniques à faire des choses de façon accessible. La difficulté, c'est que c'est méconnu, c'est pas enseigné. En faisant, on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire, mais on se rend aussi compte que c'est beaucoup de petites choses qui sont finalement assez simples à faire et qu'on ne faisait pas juste parce qu'on ne savait pas qu'il fallait les faire. Prévoir de former l'équipe en début de projet, c'est pas un luxe, justement pour acquérir ce savoir-là de toutes ces petites choses-là à faire. Ah oui, il faut aussi que je rassure, si la courbe d'apprentissage est un petit peu raide, on peut paraître un peu raide, c'est un savoir qui se capitalise très vite, ça devient des réflexes ensuite. Et
c'est des petites choses qui viennent s'insérer dans ce qu'on fait habituellement, des réflexes, et qui prennent plus autant de temps par la suite. Et c'est pas quelque chose, ce qu'il faut savoir faire en accessibilité, ça change pas très souvent. Donc c'est acquis pour du long terme. J'aime bien dire aussi en accessibilité que le milieu est l'ennemi du bien, dans le sens où il ne faut pas être trop ambitieux, pas viser le top niveau d'emblée, parce que ça fait un petit peu mal en cours de route, c'est difficile de l'atteindre. Et donc il faut avancer progressivement, pas à pas, en se fixant des objectifs intermédiaires. Et en n'oubliant pas de consolider chaque étape, parce qu'on redégringole assez vite. Le niveau peut très vite rebaisser. C'est un travail d'équipe, j'insiste là-dessus, c'est pas porté par la seule intervention d'un expert. Tous les profils sont concernés, y compris le commanditaire dans le sens où c'est lui qui va fixer les objectifs, et y compris les rédacteurs qu'on a tendance à un petit peu oublier. Ce qu'il y aurait à retenir, en tout cas la méthode qu'on peut recommander à l'issue de cette expérience-là, donc ravir pas à pas. La première chose à faire, c'est de valider, de s'assurer de produire un code qui est correct, sans erreur. Donc, de partir avec de bonnes compétences en dev, front, HTML, JS, ARIA. Une fois ceci fait, mettre en place des tests automatiques. Appliquer les bonnes pratiques Codecast. J'en ai pas parlé, mais c'est une référence intéressante qui énonce des bonnes pratiques de qualité web, qui inclut de l'accessibilité. Une fois ceci fait, mettre en place l'inspection manuelle, donc la recette EasyCheck dont j'ai parlé, appliquer les notices Access Web qui sont vraiment un document de référence opérationnel pour mettre en œuvre. Et c'est seulement quand en faisant ça, on avoisine les 50%, et c'est seulement quand on avoisine les 50% qu'il va être temps de se confronter au RG2A. Donc c'est le bon moment pour pratiquer un audit de conformité, pour compléter les tests avec des assistances techniques, par exemple à la synthèse vocale. Et puis ensuite, enfin, on pourra faire des tests. Maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on peut faire des tests avec des utilisateurs, avec un panel d'utilisateurs handicapés, des correctifs finaux. En dispositif agile, ça pourrait donner cette méthode-là. Donc, j'ai marqué Bootstrap de l'équipe produit. C'est un premier temps qui va permettre d'embarquer toute l'équipe avec ça va inclure une sensibilisation à l'accessibilité, une évaluation des capacités de l'équipe pour savoir quelles actions entreprendre derrière, pour pouvoir déterminer des objectifs qui sont atteignables dans un premier temps, et puis un plan d'action avec des quick wins, des premières victoires qu'on peut identifier. Juste en dessous, prévoir des formations au design, au dev, au BO et à la contribution accessible. Il va falloir aussi organiser le delivery, donc quelques petites choses simples, prévoir une colonne dédiée dans Kanban pour la recette, prévoir un format des US pour qu'elles puissent embarquer des considérations d'accessibilité, choisir des métriques, comment on va décider sur ce projet-là de mesurer notre évolution. Au sein des itérations, il y a certains rituels à mettre en place, on en a déjà parlé, la recette que j'ai évoquée aussi, et puis ce qui va être important de faire aussi, ça va être d'insérer de l'accessibilité dans les démos. Par exemple, faire des démonstrations en naviguant au clavier ou en mode contrasté en simulant la vision daltonienne ou à la synthèse vocale. Et c'est important parce que c'est la seule façon de rendre le travail effectué. Je vous l'ai dit, l'accessibilité, ce n'était pas visible. Donc ça va être la seule façon pour rendre le travail effectué perceptible par le commanditaire et par l'équipe. Et puis prévoir des vérifications périodiques de la qualité et de ce qu'on produit. Alors, on ne va pas pouvoir faire, vous l'avez vu, l'audit RG2A, c'est assez lourd, on ne va pas pouvoir en faire souvent, mais on peut faire d'autres types d'audits, des audits rapides qui peuvent être tous les 3 à 6 mois. Ce qui est bien aussi de pratiquer, c'est de la code review accessible, codée à 4 mains avec les développeurs pour
pour assurer la qualité du code produit. Et puis en dernier, la démarche de conformité, ça c'est l'audit RG2A dont j'ai déjà parlé. La bonne équipe pour partir en accessibilité, ça repose sur le dev front. On l'a vu, c'est lui qui est concerné par le plus de critères. Donc, il maîtrise HTML, JS, ARIA et non, je n'oublie pas CSS parce que ce n'est pas très important en accessibilité. C'est important pour le dev front, mais pas spécifiquement en accessibilité. Le designer aussi a son rôle à jouer parce que s'il y a des erreurs de conception accessibles dans les maquettes, derrière le dev pourra pédaler tout ce qu'il veut, il ne pourra pas les rattraper. Tout ceci, l'équipe orchestrée par une copéo qui va savoir prioriser et recéter l'accessibilité. Et l'équipe produit va être en dialogue avec une personne côté client, qu'on appelle le référent accessibilité, et qui a un rôle important parce que c'est lui qui va déterminer les objectifs et qui va aussi planifier les actions. Par exemple, planifier les formations qui sont nécessaires, planifier les moments où ce sera audité. Et qui peut se faire aider par un expert en accessibilité ou un expert du RG2A. Je marque si nécessaire parce qu'il arrive parfois que le référent accessibilité soit lui-même certifié et lui-même la certification d'expert RG2A et soit en capacité de mener lui-même les audits notamment. Et ne pas oublier les rédacteurs, les producteurs de contenu qui doivent aussi être formés à l'accessibilité. Et je vous ai mis en auréole, pour mémoire, la proportion de responsabilités qui sont en accessibilité au regard du RG2A. Voilà tout ce que j'avais à vous partager comme retour d'expérience. À vos questions, avec plaisir. Merci beaucoup, Romy. Du coup, on va commencer avec une question qui vient du chat de la part de Gabriel qui pose la question. Pourquoi les tests auto sont limités à 25%? Parce que comment dire ça? En fait, l'accessibilité, c'est un sujet qui est profondément UX, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. Et on ne peut pas automatiser tout ce qui est expérience utilisateur. Je vais donner un exemple. Le premier critère du RG2A, c'est est-ce qu'il y a un attribut alt sur les balises IMG. L'attribut alt, c'est ce qui permet de proposer une alternative textuelle, donc l'équivalent textuel d'une image. Ce critère-là que je viens d'énoncer, on peut le vérifier de façon excusez-moi, on peut le vérifier de façon automatique. Le deuxième critère, c'est est-ce que cet attribut est renseigné de façon pertinente. Et là, il n'y a aucun robot qui peut vérifier ça. Il va falloir qu'un humain comprenne, visualise l'image, comprenne ce qu'elle signifie, quelle est l'importance, quelle est l'information qu'elle apporte, quel rôle elle joue par rapport au contexte, quel est le message qui est porté par la page, par cette image et par cette image dans la page, pour pouvoir évaluer si l'information, la transcription est pertinente. Et l'essentiel des critères du RG2A, donc les 75% du critère du RG2A, sont des critères de ce type-là, qui demandent une appréciation humaine. Il y en a donc à peu près 25% qui sont automatisables. Est-ce que ça répond à la question? Il nous dit que c'est clair et qu'il te remercie. Du coup, je vais enchaîner sur la question suivante de la part de Fabien. Pour garantir le niveau d'accessibilité, y a-t-il une obligation à faire auditer régulièrement le site? C'est une bonne question. Non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation à faire auditer déjà, et il n'y a pas d'obligation à le faire régulièrement. Après, on se trouve dans la situation de devoir le faire parce que la seule façon de mesurer le niveau d'accessibilité, c'est de réaliser un audit. Le référentiel, en fait, c'est l'outil qui permet de vérifier, de mesurer le niveau. Donc, la seule façon de savoir à quel niveau d'accessibilité on est, c'est de réaliser un audit. Et comme on est obligé d'afficher le niveau atteint en page d'accueil, on se trouve du coup obligé de faire à un moment ou à un autre un audit pour pouvoir afficher ce niveau-là. Mais en soi, il n'y a pas d'obligation énoncée de réaliser un audit.
Je précise aussi que cette obligation légale de mise en accessibilité d'une part et d'affichage du niveau d'autre part concerne le secteur public. Le secteur privé est concerné par l'obligation d'affichage du niveau aussi, mais seulement pour les entreprises qui ont oublié un certain seuil de chiffre d'affaires, et j'ai oublié le seuil de chiffre d'affaires. Il y a quelqu'un qui précise potentiellement c'est 250 millions. Je crois que c'est. Je sais plus. J'ai plus mon anti-sèche. Je sais plus. D'accord. Je pourrais compléter ultérieurement, mais j'ai un trou là. Du coup, j'enchaîne sur les questions. Alors, on en a une de la part de Nathalie. Par quel organisme pouvons-nous être formés sur le sujet ? Il y a plusieurs organismes de formation. Il y a pas mal de formations en accessibilité. Il y en a plusieurs qui les dispensent. Est-ce qu'il faut vraiment que je nomme des... Et puis nous-mêmes, nous dispensons aussi des formations en accessibilité. Nous, on se concentre, on forme au design, à la pratique des tests. Il y a d'autres formations qui vont former les développeurs. Il y a des formations qui sont dédiées à la production de PDF accessibles eux-mêmes. Et puis des formations pour former les référents en accessibilité. Quel est le rôle du référent en accessibilité? Et enfin, des formations dédiées pour devenir expert en accessibilité. Alors ça, c'est un peu plus long, hein, c'est un peu plus costaud. Je ne sais pas si ça répond à la question. Pardon, c'est Émilie qui parle. Je n'ai pas posé mes questions dans le chat, mais j'en aurais deux. Vous avez parlé des prototypes avec les utilisateurs finaux. Donc du coup, est-ce que vous avez eu recours à une société de recrutement particulière pour recruter ces utilisateurs, ou est-ce que vous avez un panel déjà dédié? Et au niveau des protos, est-ce que c'était des protos classiques comme on fait avec des fausses images et du coup on simule des éléments, ou est-ce qu'il y a un type de prototypage particulier? Et dernière question, c'était au final l'accessibilité, on parle souvent des malvoyants, des personnes qui ont par exemple la maladie de Parkinson, etc. Mais elle est où la limite en fait des utilisateurs? Est-ce que, comment en fait on arrive à toucher un maximum de personnes tout en n'ayant pas évidemment 1000 personnes à étudier, etc. Je ne sais pas si mes questions sont claires. Si, elle est très large, là, par contre, comme question. Oui. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors, c'est pas évident parce que l'accessibilité, c'est pas évident parce que c'est un sujet qui est profondément UX. Le premier réflexe qu'on a en UX, c'est d'aller étudier les utilisateurs. Et comme on l'a vu en cours de route, pourtant le RG2A, enfin l'outil qu'on a, le RG2A, ça a l'air d'être profondément technique, vu que c'est plus la majorité des critères qui concernent la technique. Parce que, ça va être trop long à expliquer. En fait, il y a une très grande diversité d'utilisateurs en difficulté, en situation de handicap. On ne peut pas tous... On n'a pas le temps de tous les étudier, et du coup, il y a le groupe de travail en accessibilité dont c'est le rôle d'étudier les besoins spécifiques de ces utilisateurs-là, et qui rassemble le résultat de ces études sous la forme du RG2A. Donc le RG2A est déjà un outil qui nous dit ce qu'il faut faire pour cette grande diversité d'utilisateurs-là. Ensuite, maintenant, ce qui concerne les tests, oui, il existe des sociétés ou associations qui peuvent nous aider à constituer des panels d'utilisateurs ayant certains handicaps. On ne va pas pouvoir tester tous les handicaps, on va peut-être faire un focus par rapport à des handicaps en particulier. Je pense par exemple à une mission qui était des contenus pédagogiques et de formation. Là, on s'est concentré sur des utilisateurs qui étaient dys et daltoniens, dyslexiques, dyspraxiques, etc. et daltoniens. Mais avant de faire ça, c'est comme pour tous les tests
utilisateurs, avant de proposer une interface à tester à des utilisateurs, on commence nous-mêmes par s'assurer qu'elle fonctionne. Si on veut faire tester un parcours d'achat en ligne sur un site qui vend des chaussettes, on va commencer par vérifier que nous-mêmes, on peut effectivement simuler l'achat d'une paire de chaussettes et que le formulaire à la fin fonctionne. Et ensuite, une fois que ça fonctionne, au niveau du proto ou du site réel, on va convoquer des utilisateurs pour voir comment on peut améliorer ça. C'est la même chose en accessibilité. On va d'abord s'assurer que ça fonctionne, à la navigation clavier, à la synthèse vocale, etc., avant de convoquer des utilisateurs concernés en test. Et pour vérifier que ça fonctionne, c'est appliquer le RG2A. Et c'est atteindre ces 75%. Ce qui répond au tout début de ta question. En fait, c'est très très rare qu'on fasse des tests avec des panels, malheureusement c'est rare, d'utilisateurs qui ont des besoins spécifiques parce qu'on atteint très rarement ce niveau de 75%. C'est le niveau à partir duquel je recommande de penser à mettre en œuvre des tests UP. En deçà, ce n'est pas la peine, on sait que ça ne marche pas et on va les embêter, les utilisateurs. C'est les convoquer pour qu'ils constatent que ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai essayé de faire court. Oui, carrément, ça répond à la question. Merci. Et du coup, dernière question, il y a des outils particuliers pour le prototypage quand on arrive à se... Une fois qu'on a défini, qu'on a fait nos tests de notre côté et qu'on arrive à un score qui est très sympa, est-ce qu'il y a des outils particuliers pour prototyper nos maquettes? Non, c'est du prototypage habituel. Enfin, là, comme il s'agit de vérifier la compréhension des contenus, de l'information et du fonctionnel, il vaut quand même mieux que ce soit de la maquette HTML interactive avec un peu de vrai contenu dedans. Ok. Parce que j'avais vu des sites qui simulaient, par exemple, quand on avait la cataracte, etc., avec des tâches sur l'écran. Est-ce que les prototypes ils peuvent aller à ce niveau-là ou alors c'est trop ambitieux dans un projet de penser à ça? Simuler des handicaps sur les prototypes? Oui. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. La personne vient avec son handicap. Les utilisateurs finaux, ouais. Ok. Ouais. Oui, non, oui, ma question, elle est bête. Ok. C'est bon, j'ai compris. C'est le matin. Par contre, c'est pas grave. Simuler les handicaps, ça peut être très utile pour la sensibilisation d'une part, et au moment de la démo, à chaque itération. Ok. En fin de sprint, quand on fait la démo, d'inclure ce type de simulation, c'est une bonne façon de montrer le job qu'on fait en fait. Ouais, ok. Très bien, merci beaucoup. Merci Émilie. Si d'autres ont des questions, n'hésitez surtout pas à intervenir. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à celle qui a été posée lors de l'inscription à ce comptoir. Alors, je crois qu'on y a répondu quand même partiellement, mais sait-on jamais, je la pose quand même. Quand on fait de la gestion d'accessibilité du numérique, est-ce qu'on doit seulement le faire au regard de la conformité RG2A ou est-ce que ça peut aller au-delà en termes d'utilisabilité? Ah, j'aime bien. On peut tout faire. Le RG2A, il faut l'entendre... c'est pas juste une checklist embêtante d'obligations légales. Le RG2A, il faut l'entendre aussi comme un outil qui nous permet qui agrège en fait tous les besoins utilisateurs et donc s'en servir comme un outil pour fabriquer de façon accessible. Je ne sais plus pourquoi je disais ça par rapport à la question. C'est pour la première partie de la question. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut aller au-delà? Oui, bien sûr. Quand je dis qu'on peut aller au-delà, le RG2A, c'est cet outil-là qui va nous garantir de fabriquer accessible, c'est-à-dire d'assurer qu'on va avoir un accès pour tous. En fait, c'est une base. Après avoir fait ça, on peut bien sûr penser des adaptations spécifiques pour certains types d'utilisateurs. C'est plus de l'accessibilité, c'est plus rétablir l'accès. C'est adapter les contenus pour faciliter. On passe dans l'amélioration de l'expérience utilisateur en fait. Et adapter les contenus pour, par exemple, les utilisateurs dyslexiques qui ont besoin de certaines adaptations particulières. Oui, je pense que ça répond à la question.
Effectivement, je pense aussi. Du coup, je vais enchaîner sur la question qui vient du chat. Pourquoi y a-t-il aussi peu de sites exemplaires respectant la conformité 100%? Serait-ce une loi inapplicable? Il n'y a pas de volonté des pouvoirs publics que ce soit appliqué. La loi date de 2005, ça fait plus de 20 ans. Il n'y a pas de sanction. Donc en fait, il n'y a pas de volonté des pouvoirs publics que ce soit appliqué. Et il en découle, comme il n'y a pas de sanction, personne s'y intéresse, donc on oublie le sujet, on oublie même que ça existe, on ne pense pas à former là-dessus. Donc il y a une méconnaissance du sujet qui entraîne une méconnaissance du sujet. Ouais, je pense que c'est ça la réponse. Et après, quand je pointe que quand je mets la petite pastille rouge, vous êtes ici en dessous de 0, c'est pas du tout pour stigmatiser, c'est juste l'état des lieux. On est dans un contexte où on ne sait même pas que c'est un sujet et on sait encore moins qu'il y a des choses à faire. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que ça répond à la question aussi, j'espère. Pas de réponse, mais j'ai un. En tout cas, Oui, merci. Ouais. Merci. Du coup, j'enchaîne sur la prochaine de la part d'Alexandra, qui pose la question suivante. La RG2A prend-elle en compte les problématiques liées au handicap multiple, par exemple handicap mental, plus visuel chez une même personne? Oui. Oui. Ouais. Il y a, je ne sais pas comment le dire de façon rapide. Il y a une grande différence entre. Ouais, le RG2A n'est pas du tout énoncé par type de difficulté. Alors, il y a quatre grands types de handicap: visuel, auditif, moteur, qu'on oublie souvent, et cognitif. Et le RG2A n'est pas du tout organisé selon les types de handicap. Et puis, il prend en compte tous ces handicaps-là. Et c'est plutôt organisé par type de contenu. C'est quel type de contenu pose des problèmes à quel type de handicap. Et en fait, quand on considère tous les types de contenus, services, fonctionnalités qu'on peut mettre en œuvre, on se rend compte que parmi ceux-ci, les utilisateurs qui ont le plus de problèmes avec le plus de contenu, c'est les utilisateurs aveugles. Et c'est eux qu'on va utiliser, c'est pas le RG2A, c'est eux qu'on va utiliser comme persona primaire. Parce que quand on a résolu les problèmes pour ce persona primaire aveugle, on a résolu un maximum de problèmes pour tous les autres types de handicaps, qu'ils soient isolés ou multiples. Et les actions à entreprendre pour corriger les problèmes pour un type d'utilisateur ou un autre, c'est la même action, de rétablir un accès à l'information. Je ne sais pas si ça répond bien. Je ne sais pas comment le faire de façon... il faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail pour répondre. Moi, j'ai peut-être des éléments de réponse aussi. C'est que, enfin, je sais pas, tu me diras si c'est vrai ou faux, j'ai l'impression quand même la plupart de ces handicaps sont assez indépendants, et en fait en répondant à l'un, même s'il y a des combinateurs, en fait, du coup on répond aux problèmes combinés. Ouais. Ok, du coup je vais passer à la question suivante de la part de Eric. En avez-vous tiré des enseignements plus généralement pour la conception de sites ne recherchant pas de labellisation accessible, conception par type de population et pas seulement par use case principal? Je comprends pas la question. Alors je peux répondre déjà sur la partie les enseignements plus généraux pour la conception ne recherchant pas de labellisation accessible. Ouais, là le parcours dont je vous parle fait référence au... Alors il n'y a plus de labellisation en accessibilité. Mais le parcours, l'expérience dont je témoigne, parle pas mal du RG2A parce qu'il se trouve que c'est un outil qui guide dans les actions à mener. C'est avec une obligation légale pour ce projet-là de secteur public, mais si on devait conduire l'accessibilité sur un projet de secteur privé qui a juste envie de bien faire pour ses utilisateurs,
on utiliserait le même guide. Il n'y a pas de... C'est un guide qui est transverse. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Je ne sais pas, Eric, si tu peux préciser la deuxième partie, entre parenthèses, que je ne comprends pas très bien. Conception par type de population et pas seulement par use case principaux. Je pense que c'était plus une précision. Oui. Par type de population, je suppose qu'il s'agit de cibler, de cibler une cible utilisateur. C'est peut-être par type de handicap dans ce cas-là. Ça n'a pas vraiment... Ouais, ça n'a pas vraiment de... Oui, quand on essaye de cibler par type de handicap, par exemple, une question qui m'est assez souvent posée, c'est quels critères on prendrait dans le RG2A si on voulait seulement cibler tel type de handicap? Et ça ne marche pas comme ça. En fait, on va embarquer la majorité du RG2A, les critères ne sont pas énoncés par type de handicap, par type de public. Par exemple, la navigation au clavier. On va se dire que je ne m'adresse pas à un public aveugle, je ne vais pas mettre en place ce qu'il faut pour la navigation au clavier. Oui, mais ça sert aussi pour le handicap moteur. Oui, mais ça sert aussi pour... etc. Les actions qu'on va faire pour l'accessibilité vont servir beaucoup plus largement. Je ne vais pas réussir à répondre simplement. L'autre exemple que je prends aussi, c'est que ce qu'on met en œuvre en accessibilité, ça va servir aussi à tout le monde. Par exemple, la télécommande pour changer les scènes de télé, c'est super pratique. C'est ce dont on se sert tous maintenant pour changer la chaîne de la télé. À la base, ça a été conçu pour les personnes en fauteuil roulant qui ne pouvaient pas se déplacer facilement pour aller atteindre le bouton qui était sur... il faut savoir que les boutons pour changer la chaîne étaient sur le poste lui-même à côté de l'écran. Et cet objet-là a été conçu pour un usage pour des personnes handicapées. Et en fait, comme c'est plus facile, c'est adopté par tout le monde. C'est à ça aussi que ça va servir. C'est un bénéfice secondaire de l'accessibilité. En faisant accessible, on facilite l'usage pour le plus grand nombre. Je ne sais pas du tout si ça répond à la question d'Eric. Il nous a dit, il nous remercie en tout cas de vous. J'imagine que... Oui. D'accord, oui, je vois. Et oui, il y a plein d'autres exemples que la télécommande. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à reposer la question ou à préciser. Je ne sais pas si on a encore le temps, en pression. Du coup, je vais continuer sur les questions qui ont été posées lors du formulaire, qui ont été posées dans le formulaire d'inscription. Je ne sais pas le nom. On pose la question de comment intégrer l'accessibilité du numérique dans la définition of done. Ah, oui, c'est vrai, il y avait cette question-là. On n'est pas allé à cette... alors, on commence, ça fait seulement un an qu'on se met en chemin sur l'accessibilité, donc on n'est pas allé jusqu'à cette... jusque-là. C'est quand même dans notre DOD, c'est-à-dire que si on ne passe pas la colonne de recettes en accessibilité, un ticket ne peut pas passer cette colonne-là si tous les 10 tests ne sont pas OK. Les 10 tests manuels qu'on fait. Oui, c'est ce que je dirais pour l'instant. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question-là est présente. En tout cas, on a des remerciements sur le chat, donc j'imagine que c'est bon. Est-ce qu'on a du temps pour la suite? Je pense que tu peux encore une question. Très bien. Et du coup, je vais les prendre dans... Enfin, la question suivante, potentiellement, on y a déjà un peu répondu dans la présentation, donc je vais passer à la suivante. Comment dépasser les peurs des développeurs et des dirigeants sur le surcoût engendré par du coup, la gestion de l'accessibilité numérique? C'est toujours un... Alors déjà, c'est très difficile d'évaluer ce que va coûter l'accessibilité sur un projet, parce que ça dépend de la nature du projet. Si on est sur un projet où il y a énormément de vidéos
il va falloir s'engager dans du sous-titrage et de la transcription, et voilà, ça occasionne un surcoût. Et c'est difficile de l'estimer à l'avance. D'une façon générale, on peut se dire que le surcoût, c'est surtout, c'est comme pour toute montée en compétence. C'est un sujet qui est nouveau, qui est peu connu. Il va falloir prendre un temps, un coup, de monter en compétence. Par contre, une fois qu'on a atteint un bon niveau, que l'équipe a atteint un bon niveau en accessibilité, ça ne demande pas beaucoup plus de temps de faire accessible. Voilà. Et puis, il y avait dans cette question-là la peur du surcoût. Oui, alors, puis comment la dépasser? Parce que potentiellement, c'est un segment on va s'ouvrir, en faisant accessible, on va s'ouvrir à un segment d'utilisateurs de 20 à 30% qu'on n'atteignait pas auparavant. Pour un site marchand, c'est pas négligeable du tout. Donc, ça va très vite être résorbé, ce surcoût-là. Et je voulais juste rebondir sur le début de la question qui attribuait cette peur-là aux dirigeants et aux développeurs. Pas les développeurs. Les développeurs, en général, c'est les plus motivés sur l'accessibilité. Quand ils découvrent ce sujet-là, ils découvrent qu'ils peuvent entreprendre des actions pour faciliter la vie des utilisateurs finaux, ils sont plein de bonne volonté pour bien faire. Là où ça va bloquer, ça va être les dépriorisations au fil des sprints. Et puis effectivement, c'est la crainte d'un surcoût et du temps qui n'est pas alloué pour le faire. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse, Romy. Je ne sais pas si on a dépassé le temps imparti. Je crois que oui, il est 10h17. Ok. Merci beaucoup pour votre attention et vos questions. Et puis, je pense qu'on va vous transmettre... moi, je vais préparer les slides pour que vous puissiez les avoir ensuite et bénéficier des ressources qui sont à l'intérieur des slides, en vous souhaitant que ça puisse servir pour vos missions respectives.